Bien, écoutez, bonjour, et puis merci d'accueillir un non-énergéticien dans cette enceinte consacrée à l'énergie. J'ai prévu donc effectivement de vous faire un exposé centré sur le potentiel de la biomasse pour l'énergie et pour la chimie, puisque ces deux questions sont d'une certaine manière nécessairement liées, et de le faire autour de 4 points particuliers. Rappeler quelques éléments au départ sur le contexte et les enjeux et cette question du potentiel tant pour l'énergie que pour la chimie. Identifier avec vous quelques verrous et leviers dans le cadre d'une approche que j'ai voulu délibérément systémique. Je sais que Pierre Porot et que Marc Roquette interviendront après moi sur des questions plus technologiques, portées d'un côté plutôt sur les carburants et de l'autre sur le biogaz, et puis de l'autre côté sur la chimie biosourcée. Donc j'ai choisi de me concentrer plutôt sur la dimension systémique que j'illustrerai. Vous dire un mot rapidement de la manière dont nous abordons ce genre de questions dans l'établissement que je préside, l'INRA, et notamment dont nous sommes amenés à articuler différents types de programmes, d'instruments et à travailler en partenariat avec des partenaires assez divers, dont IFP Énergie Nouvelle, mais pas seulement. Et puis insister à la fin, et je reviendrai d'une certaine manière sur ce qu'a dit Olivier Appert, sur des questions un peu de prospective et de perspective. Donc sur ce premier point qui concerne le contexte et les enjeux, dire dans un premier temps, sur les enjeux de carbone renouvelable, que, de fait, aujourd'hui, si on regarde la situation énergétique en France, le carbone renouvelable, qui n'est pas qu'un carbone issu de la biomasse, mais le carbone renouvelable, ne représente que de l'ordre d'une petite dizaine de pourcents de l'énergie primaire. Cela dit, depuis une dizaine d'années, un certain nombre de mouvements ont amené à s'intéresser de plus en plus à cette question du carbone renouvelable. D'une part, dans le champ de la chimie, il y a eu le règlement REACH, qui a amené à s'intéresser à d'autres types de substances chimiques que celles qui étaient issues des énergies fossiles, et qui a ouvert d'une certaine manière le spectre des demandes ou des besoins en matière de substances chimiques. Et puis d'autre part, il y a eu la directive européenne portant donc sur le triple 20, portant d'une part sur l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'autre part d'augmenter la part d'énergie renouvelable, et puis aussi d'accroître l'efficacité de l'énergie, de l'efficacité énergétique. Ces différents éléments-là sont des éléments qui sont contributeurs de l'intérêt que nous avons aujourd'hui pour les questions de biomasse, tant pour l'énergie que pour la chimie. Alors, comme je l'ai déjà indiqué, le secteur que je représente ici n'est pas un grand secteur, le secteur agricole est un grand secteur consommateur d'énergie. Et donc, si j'interviens, c'est plutôt au titre de la contribution que la biomasse pourrait apporter au domaine de l'énergie et de la chimie. Et comme je l'ai indiqué, cette contribution est actuellement relativement faible par rapport aux différentes sources d'énergie qui sont mobilisables en termes d'énergie globale. Par contre, elle est effectivement très importante dans le champ des énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par biomasse ? On entend par biomasse, en fait, un ensemble de choses qui sont différentes. Je reviendrai dans un instant sur les différentes sources de biomasse. Mais c'est la fraction biodégradable des produits premiers, des cultures, du bois, des déchets et des résidus d'origine biologique qui peuvent provenir de l'agriculture, et donc tant du côté végétal que du côté animal, qui peuvent provenir de la sylviculture et qui proviennent aussi des industries connexes, y compris pêche, aquaculture, ainsi que toute la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. Et donc, je crois qu'il est important d'avoir en tête que sous ce terme de biomasse, j'insisterai dans la suite beaucoup plus sur les aspects biomasse que vous pourrez qualifier de primaire, celle qui est issue des cultures ou des forêts, mais il est important de penser qu'il faut prendre en compte normalement l'ensemble de ces sources, y compris donc les déchets et les éléments qui sont recyclables ou réutilisables. Alors les sources de biomasse qui existent sont d'origine variée. Il y a des produits d'origines agricoles, avec des cultures traditionnelles sur les plantes annuelles, et qui sont, j'y reviendrai dans un instant, susceptibles de générer des concurrences entre usages alimentaires et non alimentaires. Des cultures énergétiques qui peuvent être dédiées, et puis les résidus de ces cultures et de l'élevage. Il y a d'autre part un deuxième grand volet qui est celui des productions d'origine ou des produits d'origine forestière, avec à nouveau des éléments qui sont liés à l'exploitation forestière classique, et puis toute une série de coproduits ou de produits annexes. Il y a aussi la possibilité d'avoir des cultures sylvicoles qui soient spécifiques, par exemple des taillis à courte ou très courte rotation, peupliers, eucalyptus, saules, robiniers.
Il y a ensuite les produits d'origine aquatique, dont je ne reparlerai pas beaucoup dans la suite, mais notamment la question des micro- et des macro-algues, sur laquelle peut-être Marc Roquette reviendra tout à l'heure, puisque c'est un domaine qu'ils ont travaillé dans son entreprise. Et puis il y a donc toute cette question des coproduits et des déchets, qui est une ressource potentiellement importante, qui est d'autant plus importante que c'est une ressource fatale et qu'il, d'une certaine manière, il y a un intérêt à la valoriser. Dans la suite, on sera amené sans doute je serai amené à revenir sur les questions de génération. Donc on a pris l'habitude maintenant de qualifier les carburants de première, deuxième ou troisième génération. Dans le domaine de l'agriculture, c'est l'amidon, le sucre et les lipides dérivés respectivement du maïs, du blé, de la canne, de la betterave, du colza, du tournesol, de soja et de palme qui sont visés par ces carburants de première génération, avec des équivalences qui sont une tonne d'équivalent de pétrole est d'ordre de l'hectare, mais avec des variations qui sont assez significatives, puis comme vous le voyez ici. Il y a ensuite tout ce qui relève de la lignocellulose avec ce qu'on appelle les carburants de deuxième génération. Et donc c'est là qu'on voit apparaître notamment soit les résidus de type les pailles des grandes cultures annuelles, mais beaucoup les questions relatives aux produits forestiers, à la biomasse lignocellulosique. Et puis les carburants de troisième génération avec notamment les algues et les microalgues. Quelles sont actuellement les évaluations énergétiques qui sont faites de ces différentes ressources françaises en biomasse? Alors en 2012, parce qu'il y avait effectivement le besoin de développer des statistiques sur le sujet, France Agrimer a mis en place un observatoire de la biomasse. Et vous voyez représenté ici en bleu, enfin milliers de tonnes d'équivalent pétrole, les différentes sources de biomasse. On observe effectivement qu'il y a notamment du côté des cultures annuelles et des résidus des cultures annuelles un gisement important, qu'il y a aussi un gisement important du côté des forêts. Vous avez représenté en bistre ou en orange les volumes supplémentaires potentiellement disponibles, principalement côté forestier, pour partie côté cultures annuelles et puis par ailleurs dans les effluents d'élevage. Vous observerez d'ailleurs dans ce graphique que le volume ou la quantité de biomasse liée aux cultures dédiées est très faible. Et quand on regarde notamment la répartition des biomasses supplémentaires qui seraient disponibles pour des usages énergétiques par rapport à ce qui est utilisé aujourd'hui, eh bien la partie culture dédiée est très très faible si on regarde la situation actuelle, et c'est essentiellement dans le domaine forestier au sens large qu'on trouve des ressources mobilisables, éventuellement supplémentaires pour des besoins qui soient de nature énergétique. Alors j'insiste sur ce point-là parce qu'on entend régulièrement parler des cultures à vocation énergétique, que ce soit donc des peupliers, des saules, des eucalyptus, des robiniers, ou pour les cultures herbacées plantes entières, le miscanthus ou le panique. Ces cultures représentent actuellement des surfaces qui sont de fait très très faibles. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que dans certains des scénarios qui ont été envisagés par l'Alliance nationale de coordination des recherches dans le domaine de l'énergie, à un moment ou à un autre, si on veut pouvoir développer certains types de vecteurs énergétiques, on peut avoir besoin de mobiliser des surfaces en culture dédiée. Et donc, ce sera un véritable défi que d'arriver à les mobiliser parce qu'actuellement, ces cultures n'existent pas. Dernier point que je voulais évoquer sur biomasse et chimie, c'est dire que les besoins en matière d'énergie, en matière de chimie ne sont pas du même ordre de grandeur. Les besoins en matière d'énergie, c'est un marché de masse. Les besoins dans le domaine de l'énergie sont beaucoup plus limités. Et dans la chimie, sont beaucoup plus limités. Et les usages en chimie de la biomasse, en général, dégagent eux-mêmes pour moitié une consommation directement dédiée à l'énergie, alors que l'autre moitié va viser vraiment les matières premières d'ordre chimique. Il faut peut-être retenir comme ordre de grandeur qu'aujourd'hui, les quelques 9 à 10% de chimie qui sont couverts par des produits biosourcés, par de la biomasse, représentent moins d'1% des surfaces cultivées dans le monde, donc c'est quelque chose qui est très faible, et qu'on n'est pas là dans une situation de compétition potentielle frontale avec les usages alimentaires. La question sur l'énergie peut être effectivement différente. Et puis sur la chimie à partir de la biomasse, eh bien écoutez, ce qui se développe de plus en plus, c'est viser, et je l'illustrerai dans la diapositive suivante, des molécules plateformes à partir de lesquelles on puisse dériver ensuite toute une série d'autres molécules qui seront les molécules qui seront ensuite utilisées et qui auront une valeur d'usage. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a moins de contraintes en approvisionnement du côté de la chimie qu'il ne peut y en avoir du côté de l'énergie.
Et peut-être dernière diapositive, mais je pense que Marc Roquette reviendra sur des choses de ce type. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on peut dériver de la biomasse, ce qui est sur la droite de cette diapositive, à peu près les mêmes molécules que celles qu'on est capable de dériver ou d'obtenir à partir de ressources qui soient fossiles. Une fois qu'on a obtenu ces molécules, après, j'imagine que c'est le travail de la chimie usuelle que d'arriver à les transformer pour obtenir les produits à valeur d'usage. Et donc, il y a une véritable potentialité qui est illustrée sur cette diapositive que d'utiliser la biomasse pour, effectivement, de la chimie. Cette potentialité, la réaliser, est une autre affaire. Il y a des conditions économiques pour y parvenir, mais de fait, cette potentialité est ouverte. Alors, quelques verrous et leviers que je voulais évoquer dans cette deuxième partie de mon intervention. Insister sur le fait que donc les dimensions systémiques sont essentielles. Il y a des conflits d'usage qu'il faut pouvoir évoquer. Conflits d'usage sur la biomasse directement, entre alimentaire et non alimentaire. La question a été posée il y a quelques années, quand il y a eu une crise alimentaire, de la contribution des usages de la biomasse pour les bio et les agrocarburants, de la contribution à cette crise. Cette contribution a été fortement relativisée, nonobstant, nos collègues économistes ont observé qu'effectivement, la politique américaine, par exemple sur le bioéthanol, a généré un petit choc de demande et que ce choc de demande a eu des répercussions qui ne sont pas d'une ampleur forcément considérable, mais a eu des réelles répercussions sur les prix. Deuxième conflit d'usage, c'est sur la matière organique. Une des idées qu'on peut avoir, c'est de mieux valoriser, par exemple, la ressource lignocellulosique en exportant depuis les forêts l'ensemble des menus bois. Et ces menus bois, on pourrait dire finalement c'est un produit fatal qui est peu utile. En faisant cela, on altère potentiellement la capacité de la forêt à recycler de la matière organique et à assurer la fertilité à long cours des systèmes forestiers. Et donc il faut pouvoir considérer ce genre de situation. Et puis il y a des conflits. Tout ce qui est branchage, etc. Les menus bois, ce serait tous les branchages, c'est tout ce qui est de petite dimension et qui n'est pas utilisé aujourd'hui ni pour le bois d'œuvre, ni pour le bois d'énergie et le bois d'industrie. Et donc cette question de la durabilité à long terme de la fertilité des sols forestiers, mais la même question peut se poser sur les sols cultivés avec la matière organique. Cette question est une question qui est effectivement de nature systémique parce qu'on n'observera pas ça immédiatement, mais c'est dans la longue durée qu'on verra effectivement si ces systèmes de production sont durables. Et puis, il peut y avoir effectivement des conflits d'usage entre différents types de cultures, des cultures dédiées ou des cultures qui soient à des fins alimentaires. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans ma conclusion. Alors ces conflits d'usage, il faut quand même à la fois ne pas les ignorer et puis considérer que leurs effets sont difficiles à apprécier. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ce qui est indiqué ici dans cette diapositive, mais quand on va faire une bioraffinerie, on va valoriser au mieux la plante et la totalité de la plante. Il y aura un certain nombre de coproduits qui serviront de la coproduction énergétique qui pourront servir à l'alimentation, notamment à l'alimentation animale. Et donc, il ne faut pas voir l'usage ou les conflits d'usage de manière frontale. Il faut pouvoir regarder l'ensemble des produits qui seront dérivés de la transformation de la biomasse. Il y a eu beaucoup de débats sur les questions de changement d'affectation des sols. Et j'ai pu imaginer que tout à l'heure, il y ait des questions sur ces sujets-là. Il peut y avoir, à l'occasion de la valorisation d'un certain nombre de terres pour des usages énergétiques ou chimiques, il peut y avoir effectivement un intérêt à valoriser des terres marginales ou dégradées. Il faut en même temps qu'on ait en tête que ces terres marginales ou dégradées, peu productives, sont souvent par ailleurs porteuses d'un certain nombre d'autres services écosystémiques, par exemple liés à la régulation de l'eau ou à la biodiversité, qu'il faut pouvoir intégrer dans les réflexions. Et donc, le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est que ces dimensions systémiques, ces conflits d'usage, cette manière de regarder de façon un peu globale les systèmes de production de biomasse, nécessitent un réel besoin d'intégration. Alors, les verrous et les leviers, je ne vais pas les détailler puisqu'ils seront présentés tout à l'heure. Peut-être quand même insister sur quelques points. Il y a des verrous et des leviers qui relèvent plutôt du domaine de la transformation, ceux que Pierre Porot et puis que Marc Roquette évoqueront tout à l'heure, et qui mettent notamment en jeu, dans notre domaine à l'INRA, la question des biotechnologies blanches, des biotechnologies industrielles, la manière dont on utilise des enzymes, dont on configure des enzymes, dont on utilise des micro-organismes, dont on les sélectionne ou dont on les configure, dont on utilise des communautés de micro-organismes pour dégrader la biomasse. Donc là, il y a tout un champ de recherche qui est en cours. Mais il y a aussi des verrous qui portent plutôt sur l'amont et sur la production. Il faut avoir en tête que dans le domaine de l'agriculture, nous avons été capables, sur les 70 dernières années, d'augmenter les rendements, en gros, par un facteur 4.
Si vous remontez à 1950 ou 1945 et vous portez aujourd'hui, donc près de 70 ans après, nous avons en gros augmenté les rendements d'un facteur 3 à 4 selon les pays et selon les régions du monde. Et que donc on a été capable de faire cela, qu'on observe actuellement des stagnations des rendements, et que si tout à l'heure on se dit qu'il est intéressant de développer les usages énergétiques et chimiques de la biomasse, et qu'il y a effectivement des formes de conflit, il faudra effectivement traiter cette question des rendements ou les questions des surfaces qui sont dédiées. Et puis il y a des sujets particuliers sur l'organisation territoriale des filières, notamment quand on s'intéresse à l'énergie, il faut pouvoir transporter cette biomasse, il faut pouvoir la collecter, et donc il y a tout un dispositif nouveau qu'il faut pouvoir mettre en place. Alors, en un mot, quelle recherche à l'INRA, et je serai très bref sur cette partie pour pouvoir terminer sur les questions de prospective et de perspective. Bon, l'INRA a des orientations qui ont été fixées en 2010 pour la période 2010-2020. Dans ces orientations et sur ces 7 priorités qui sont représentées ici, il y en a une qui est illustrée et qui porte clairement sur le domaine que nous avons ici, c'est la valorisation de la biomasse pour la chimie et pour l'énergie. Alors cette priorité n'était pas nouvelle, elle avait déjà été inscrite dans le précédent document d'orientation de l'Institut dans la période antérieure. Pour mettre en place une priorité de ce type-là, on est amené à travailler sur différents domaines. On a été amené dans un premier temps, et c'est de la période antérieure, 2006-2009, à renforcer nos compétences, à structurer notre dispositif. Et puisque nous nous situons à l'amont du domaine énergétique, à travailler à la fois sur des approches biotechnologiques, sur le couplage entre biologie végétale et chimie du végétal, mais aussi sur les dimensions systémiques que j'évoquais tout à l'heure, et donc par exemple à recruter des agronomes, à dédier des gens à des analyses de cycle de vie, des bilans environnementaux, et même à recruter des économistes pour pouvoir par exemple simuler un choc de demande sur le bioéthanol issu du maïs aux États-Unis. La deuxième chose qu'on a été amené à faire, c'est, dans la période plus récente, à se doter d'un certain nombre d'infrastructures, d'un portail, de projets de recherche. Je ne vais pas les détailler, mais il y a un institut Carnot qui est dédié au carbone renouvelable, tant du côté du bioénergique, des biomolécules et des biomatériaux. Et je crois que Paul Colonna doit être dans la salle, c'est lui qui le dirige. Il y a un démonstrateur pré-industriel qui s'est mis en place sur Toulouse, sur ces questions de biotechnologie blanche, enzymes et micro-organismes. Et puis il y a un certain nombre de projets, à des titres divers, qui sont portés. Le troisième grand type de choses qu'il faut arriver à faire, c'est avoir des projets intégrés de plus haute maturité technologique. Et j'en ai donné ici quelques exemples. Nous avons notamment, en lien avec IFP Énergie Nouvelle, un projet de pilote pour le bioéthanol de 2e génération, qui est Futurol. On participe aussi à des instituts d'excellence en énergie décarbonée. Et le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est que pour un établissement comme l'INRA qui travaille sur l'amont, sur la biomasse, sur l'amont agricole et forestier, dans tous ces projets-là, que ce soit les démonstrateurs pré-industriels, que ce soit les projets investissements d'avenir, que ce soit des projets à plus haute maturité technologique, nous sommes amenés à travailler en partenariat avec d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs académiques, par exemple pour pouvoir travailler avec des chimistes, puisque les biotechnologues vont avoir besoin de travailler avec des chimistes, et nous ne sommes pas des chimistes. Il faut qu'on puisse travailler avec des technologues, et puis il faut qu'on puisse travailler effectivement avec des industriels. Dernier point sur les perspectives et les prospectives. Alors tout à l'heure, Olivier Appert évoquait la prospective qui a été réalisée par Ancre et les 3 grands scénarios qui ont été mis en place, l'un qui est plutôt la sobriété, l'autre qui est la décarbonation par l'électricité, et puis le troisième qui est sur la diversification des vecteurs énergétiques. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les conclusions pour l'usage de la biomasse, ces conclusions sont assez variées. Et comme l'a dit tout à l'heure Olivier, il s'agit, quand on fait de la prospective, d'explorer un univers des possibles avec des scénarios très alternatifs. Et vous voyez que selon ces scénarios, il peut y avoir un recours à la biomasse réduit de 25%, et la réduction notamment du bois et maintien des cultures agricoles pour ces usages biomasse. Il peut y avoir au contraire maintien du recours à la biomasse dans le scénario électricité décarbonée, mais avec des usages du bois qui se déplacent d'un usage chaleur vers les carburants de 2e génération. Puis un troisième type de scénario qui peut nécessiter un recours à quelques millions d'hectares supplémentaires de cultures qui soient mobilisées. 2,2 millions hectares, ça représente de l'ordre de 8% des surfaces agricoles utiles, ça représente 12% des terres arables. Ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas anecdotique, et donc il faut avoir conscience de cette dimension-là. Et ça nécessite notamment le développement massif de cultures dédiées à l'énergie et aux taillis à courte rotation ou à très très courte rotation, taillis et cultures dédiées qui n'existent pas à grande échelle aujourd'hui dans le territoire français.
Deuxième type de prospective, il y a quelques années, avec Paul Colonna, et c'est lui qui en avait eu l'idée, nous avons été amenés à coupler une prospective que nous avions faite dans le domaine des systèmes alimentaires à l'horizon 2050, qui s'appelait Agrimonde, avec une prospective de l'AIE dans le cadre d'un atelier qu'on faisait pour le compte de l'Agence nationale de recherche. À nouveau, on avait fait 4 grands scénarios que je ne vais pas décrire, mais dont en lisant les intitulés, vous comprendrez qu'ils font des places différentes à l'énergie ou à la chimie issue de la biomasse. Le point qui est important, et qui n'est pas représenté ici, c'est que selon ces scénarios, à l'échelle mondiale, là n'est pas l'échelle nationale, il faut de l'ordre de 270 à 925 millions d'hectares de surface cultivée. Et sachez que dans le monde, il y a actuellement 1,5 milliard de surfaces cultivées. Et donc, si on veut répondre avec ces scénarios-là sous la contrainte alimentaire qui existe par ailleurs, il manquait des surfaces considérables. Il se trouve, comme je le disais tout à l'heure à mes collègues, que je suis forestier, pas de métier, mais d'origine scientifique, et que donc, considérer la forêt, par exemple, comme une variable d'ajustement fatale de l'ajustement entre énergie et alimentation est quelque chose qui ne me vient pas spontanément à l'esprit. Il est possible que certains de ces calculs puissent être refaits, qu'on puisse améliorer, qu'on augmente les rendements, mais clairement, on voit bien qu'on ne peut sortir de cette équation que, par exemple, en substituant des régimes alimentaires ou en augmentant très significativement des rendements. Troisième élément de prospective, il y a eu un travail qui a été fait par des collègues allemands, notamment quelqu'un qui s'appelle Manto, il y a quelques années. Ce qu'il a écrit ne s'est pas complètement réalisé à ce stade, mais il a pointé à l'échelle de l'Europe, et notamment de l'Europe de l'Ouest, le risque dans le domaine forestier de passer d'une situation où, par exemple en France, on consomme en gros de l'ordre de 60 à 65% de l'accroissement biologique en forêt, donc en gros on capitalise du bois en forêt, à une situation où nous décapitaliserions les forêts si la demande énergétique, notamment pour la chaleur, augmentait rapidement. Puis dernier élément que je voulais évoquer, parce qu'il est peut-être un peu anecdotique, mais qu'il donne bien une idée des dimensions systémiques. Vous avez peut-être vu que dans les semaines récentes, c'est paru dans les journaux, on s'est interrogé sur l'impact du développement des carburants de première génération ou des cultures à vocation énergétique, colza, tournesol, soja. L'impact, alors pas tellement l'impact sur les pollinisateurs, mais le delta que cela peut générer en termes de capacité des abeilles à polliniser, enfin des abeilles ou de l'ensemble des insectes pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques qui pollinisent, et puis le besoin. Je ne dis pas que les biocarburants ont là un impact négatif, je dis juste qu'effectivement, quand on va vouloir développer un type de culture particulier, il y a en général d'autres dimensions à prendre en compte, et typiquement le service de pollinisation qui est assuré donc par nos amis les abeilles et autres insectes, peut ne pas être à la hauteur de l'enjeu qui est porté. Voilà peut-être donc moi les points sur lesquels je souhaitais insister, et pour terminer, puisqu'on a l'occasion d'en discuter régulièrement avec IFP Énergie Nouvelle, dire qu'effectivement nous essayons de mettre en place une approche de recherche, puisque nous sommes des organismes de recherche dans le champ de la bioéconomie, et que développer des recherches dans le champ de la bioéconomie, ça veut dire pouvoir considérer les territoires, les espaces, les ressources, avoir en tête la notion de durabilité, avec tous les éléments un peu systémiques que j'ai évoqués dans mon propos. Ensuite, considérer des systèmes de production végétaux, qui peuvent être des systèmes pérennes ou des systèmes annuels. Regarder à la fois la manière dont ils se répartissent dans l'espace et puis dont ils évoluent au cours du temps. Développer aussi toute une série de biotechnologies pour la production, ce qu'on appelle les biotechnologies vertes. Et puis, in fine, se poser la question de la manière dont ces territoires, ces systèmes génèrent une biomasse qui peut être bioraffinée de différentes manières, soit dans les territoires, soit en important dans un port, soit en recyclant des déchets. Et c'est ça qu'on met sous les termes de bioraffinerie territoriale, portuaire ou environnementale, et en mobilisant ensuite toute une série de technologies, et en ayant en tête qu'on ne produit en général pas une seule chose, on ne produit pas que de l'énergie, on ne produit pas que des syntons ou des molécules plateformes, mais qu'on produit un ensemble assez complexe de produits et de services, et que par ailleurs, tous ces territoires, tous ces systèmes de production sont également porteurs d'un certain nombre de ce qu'on appelle les services écosystémiques. La qualité de l'eau dépend de la manière dont nos paysages sont organisés, la qualité de l'air aussi, la valeur même de ces paysages. Donc il y a toute une série d'autres services qu'il faut pouvoir prendre en compte si on veut